Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire consacré à la communication locale en grande distribution. Je suis Jonathan, je suis l'éditeur du site Je bosse en grande distribution et on est ici en direct à Paris dans les bureaux de Comet à la Défense. Alors avant de démarrer ce webinaire et de vous partager mes trois invités, et de vous présenter mes trois invités, je tenais à remercier l'accueil des équipes de Comet Meeting qui nous reçoivent ici dans leurs magnifiques locaux. On a ici, merci Alexandre à la régie, merci Caroline aussi qui nous a fait cadeau en tout cas de ce beau studio. Juste en quelques mots, Comet Meeting, c'est un acteur pionnier du Future of Work et qui a l'ambition de révolutionner les moments de rencontre et de collaboration en entreprise. Il y a 7 lieux comme celui-ci dans Paris. D'ailleurs, je vais vous partager les images de Comet. Et si je vous raconte ça, c'est que si vous recherchez un lieu inspirant pour un événement, pour un séminaire, pour des formations, pour enregistrer un podcast ou même pour un webinaire comme aujourd'hui, il y a vraiment des lieux vraiment incroyables qui peuvent répondre à vos besoins. À la fin du webinaire, je vous enverrai les informations de Caroline et la documentation de Comet. J'espère que ça vous intéressera. Merci encore Caroline. Alors pour présenter ce webinaire, j'ai le plaisir de partager ce moment incroyable avec 3 invités. On va commencer par toi, Elisabeth. Alors, on a déjà partagé un premier webinaire il y a 2 ans, un beau moment avec plus de 200 personnes. Redite aujourd'hui avec 300 personnes, c'est pas mal ? Pas mal. On est très content. Je suis très contente d'être là avec toi à nouveau. Et le sujet est encore plus d'actualité. Et donc, tu es la fondatrice de Madame Benchmark. Oui, alors Madame Benchmark, c'est une société, c'est des études marketing. Je suis spécialisée dans la veille de la communication des 100 premières enseignes en France. Raphaël, à toi. Bonjour à tous, merci pour l'accueil Jonathan et tous les 3. Moi du coup je travaille chez Meta, qui héberge les plateformes Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, et donc je suis dans le département commerce où on accompagne les grands distributeurs sur leur manière d'utiliser nos plateformes. Et Arnaud. Bonjour Jonathan, bonjour à tous, merci de l'accueil. Je suis pour ma part Arnaud Longuette, je m'occupe du marketing digital au sein de l'agence Nanoterra qui co-organise avec Je bosse en grande distribution ce webinaire. Donc, bonjour à tous les auditeurs. Quelques mots pour les auditeurs qui ne connaissent pas encore bien Nanoterra. C'est une agence de plus de 200 personnes en France qui est expert de la communication promotionnelle et qui travaille au bénéfice des enseignes de la grande distribution. Notre métier fondamentalement, c'est de mettre en œuvre la promotion de la promotion, de diffuser les opérations commerciales de nos clients afin de générer du trafic en magasin au niveau national, au niveau régional et au niveau local. Voilà, avec un mélange de technologie et d'expertise humaine pour les accompagner et faire en sorte que l'expérience client, le parcours client de la visibilité de l'opération aux ventes soit la plus fluide possible. Alors on est sur un sujet extrêmement d'actualité, dans un contexte où on parle beaucoup du WePub, on parle beaucoup du zéro prospectus. Beaucoup d'enseignes s'y sont attelées, que ce soit de la GSA, de la GSS, il y a un peu tous les profils aujourd'hui sur ce webinaire. On a découpé ce webinaire en 5 grandes parties. Dans un premier temps, on parlera du contexte avec Elisabeth, avec des chiffres assez inédits sur les budgets, notamment de la publicité digitale. On partagera nos enseignements sur le WePub et le zéro prospectus avec Arnaud. On parlera usage des réseaux sociaux et des métiers de la communication avec Raphaël. Arnaud nous présentera Big One, la solution omnicanal pour diffuser de la promo. Et ensuite, Elisabeth nous conclura ça brillamment à la fin de ce webinaire. On commence par toi, Elisabeth ? Oui, merci. Je vais mettre un petit prompteur là, comme ça je serai tranquille. Alors, on va regarder un petit peu. Alors, voilà, ça c'est les clients de Madame Benchmark. Je suis très fière des grands clients de la distribution et les prestataires qui travaillent pour ce merveilleux monde de la distribution, où il se passe beaucoup de choses en ce moment. On va commencer à regarder les dépenses de la distribution sur la base de l'année 2022, sachant que ça va encore bouger sur l'année 2023. Donc voilà, donc une profonde évolution déjà depuis 5 ans. On me dit que je suis un peu plus près du micro. Je ne suis pas assez proche du micro. Donc le marché publicitaire, alors là on parle des dépenses de communication, c'est vraiment tout ce que dépensent les annonceurs en fait distributeurs. C'est un marché les annonceurs au Total France, pardon, c'est un marché de 33 milliards d'euros. Donc beaucoup de dépenses pour la publicité. Le secteur distributeur de la distribution, c'est le plus gros secteur. Il fait 9 milliards d'euros en 2022. Et si on repart de ces 33 milliards et qu'on fait une autre approche, on se dit quelle est la part qui est consacrée à la communication
local, donc à la fois un grand annonceur national qui va dépenser au niveau local, mais aussi des acteurs locaux, c'est 10 milliards d'euros. Donc c'est dire déjà que la communication locale, historiquement, c'est une très grosse part de la communication. Si on regarde, maintenant on fait focus sur les annonceurs de la distribution, en fait ce marché des 9 milliards, on peut dire que les dépenses ne retrouvent pas leur plus haut sommet qui a eu lieu en 2019, et ce à cause de la distribution spécialisée qui a perdu en budget. Après, la deuxième chose qu'on peut voir, ou peut-être la troisième déjà, c'est que la distribution, elle exploite un très grand nombre de leviers de communication. On peut parler d'une douzaine de grands leviers qu'on va regarder un peu plus en détail, mais c'est dire que déjà le sujet, toutes les années, de se dire comment j'alloue mes budgets, voilà, il y a beaucoup de variables et c'est extrêmement riche et important de se pencher sur ce sujet. Ouais, je t'interromps. On était historiquement avant sur 3-4 médias. Et depuis la digitalisation, on a des scénarios qui vont au-delà des 8-10 médias facilement. Exactement. Et ça se retrouve au niveau magasin. Et c'est là où il y a une professionnalisation extrême à avoir au niveau magasin pour gérer tous ces médias. Alors, ce qui s'est passé en 2022, c'est que le deuxième poste historique qui s'appelle promotion, selon les chiffres de France Pub, est passé en premier. Vous verrez, c'est juste une question d'arrondi. Donc, on est à 1,9 milliard sur la promotion. Qu'est-ce que c'est que la promotion pour la distribution ? C'est quelque chose d'assez critique. Mais effectivement, ce qu'on met dans ce poste de dépense, ça va être tout ce qui est la communication en magasin sous forme de PLV, les cadeaux publicitaires, l'animation, les jeux, la générosité qu'on donne dans les jeux. On donne facilement 1 million d'euros aux consommateurs quand on organise des jeux. Donc, c'est le poste le plus important. Donc c'est un poste qu'on va suivre parce que, comme on le sait, donc, il y a des grandes évolutions dans la communication avec une baisse du prospectus en boîte aux lettres. Et donc, il y a une partie de la réallocation de ces budgets qui revient en magasin sous forme d'écran animé ou de PLV, etc. Le deuxième poste, c'est le prospectus boîte aux lettres, 1,9 milliard. Donc on en a beaucoup parlé ces derniers temps. Donc là, il y a effectivement une perte sur ce poste de diffusion des prospectus qui sera sans doute pas compensée par d'autres postes, je dirais, papier, qui sont le print qui est distribué en magasin, qui reste important, et le courrier adressé. Justement, ce courrier adressé, c'est un poste de 1 milliard, c'est un marché d'importance aussi. C'est un marché qui concerne beaucoup le non-alimentaire. On pense notamment aux enseignes de beauté, vous savez, Sephora qui vous écrit, ou l'optique qui est très riche là-dedans. Et puis aussi, sur toutes les grandes marques, pour les programmes de fidélité, il y a souvent 50 000 VIP clients, 100 000, etc., à qui on adresse un courrier adressé quand il y a un événement important autour du programme de fidélité ou pour l'enseigne. Et puis, il y a des petits nouveaux là-dedans, si on peut dire, c'est que effectivement, Carrefour continue d'adresser à une partie de ses clients qui l'ont souhaité ces catalogues en boîte aux lettres de manière adressée, et notamment dans les zones WePub ou autour des magasins qui ont pu arrêter. Donc ça, c'est ce qu'ils proposaient en 2021 quand ils ont commencé à digitaliser certains magasins. Et puis, il y a le petit nouveau, le magazine 150 € que j'appelle un peu... le magazine des prospectus qui vient de manière consentie dans les boîtes aux lettres. Donc ça, c'est une nouveauté et qui a vraiment une partie digitale et une partie qui va être comme un encart en fait des prospectus de la zone, mais dans des boîtes aux lettres où on aura obtenu expressément un opt-in en fait, un consentement des clients. Donc voilà, donc c'est une part de dépenses non adressés, une part des catalogues qui étaient adressés en non adressé, si on peut dire, va revenir sur ce poste si le coût du papier reste raisonnable, parce qu'il y a un différentiel, on a discuté il n'y a pas très longtemps avec Arnaud, entre 1 et 8 quand on fait du non adressé et de l'adressé. Le print en magasin, l'usage est peu étudié, on ne sait pas trop quand est-ce que les gens le prennent ou pas, mais pour vous dire, j'ai fait trois études dans zone WePub depuis septembre dernier et les présentoirs sont vides, donc effectivement, il y a encore une appétence des clients pour, s'ils n'ont plus leur prospectus en boîte aux lettres, de le retrouver en magasin, s'ils ne l'ont pas retrouvé tout de suite sur le digital. Voilà, donc ça c'est un poste à suivre parce que le magasin, certaines semaines, va devenir le distributeur unique de catalogue papier. Et donc voilà, c'est une évolution du marché à attendre.
Et puis le digital, donc pour la première année, atteint les 2 milliards d'euros, donc dépasse quelque part, le total des médias digitaux dépasse celui du prospectus. Donc dans une partie effectivement médias numériques propriétaires, le search, le social, le display. Et puis il se passe tout plein de choses sur ce marché, la fin des cookies tiers, le RGPD, l'avènement du retail média. Donc c'est un marché très très dynamique avec une redistribution des cartes permanente, et donc il faut bien observer les grands acteurs, qu'est-ce qu'ils font, où est-ce qu'ils investissent. Mais heureusement on a Raphaël avec nous aujourd'hui. Et enfin les 5 médias classiques qui restent dans la course et qui ont été très résilients pendant la pandémie. Il faut les suivre parce qu'eux aussi ils innovent avec l'audio digital, avec la TV segmentée, avec le digital out of home, la presse en ligne aussi. Donc il se passe vraiment des choses à suivre dans ce domaine. Donc le prospectus boîte aux lettres, qui est le média roi encore de la distribution, voit son évolution très fortement impactée par la baisse de diffusion. Donc on est passé de 2,6 milliards à 1,9 milliard en 5 ans. Donc on parle beaucoup de digitalisation aujourd'hui. Ça fait 5 ans vraiment que ça a démarré. Et puis, donc, si on résume un petit peu où est-ce que les enseignes diffusent aujourd'hui, à la fois sur des médias promo traditionnels, c'est à moins 17%. Les médias digitaux ont progressé de plus 80% en 5 ans. Et les médias classiques ont connu une relative stabilité. Donc les messages promotionnels, quand on se pose la question de dire mais si j'ai plus de prospectus, par exemple boîte aux lettres, où est-ce que je vais pouvoir communiquer ma promo ? En fait, elle est déjà communiquée partout. Si on regarde, elle est déjà communiquée en magasin, elle est communiquée en courrier adressé, elle est communiquée sur les sites depuis 20 ans, elle est communiquée aussi en télé, même si c'est interdit de faire de la télé. On voit bien Carrefour qui met en avant son application. On voit les arrivages de Lidl qui sont largement à la télé, etc. Donc on peut dire aujourd'hui que les messages promotionnels sont déjà partout. Et donc là c'est plus une question de réallocation de budget plutôt que d'inventer des nouveaux supports promotionnels. Alors au niveau magasin, tous les leviers médias sont en principe activables. Donc, il y a des prospectus dans les boîtes aux lettres pour un seul magasin, pour un niveau régional, etc. La PLV, tout ce qui va être appli, etc. Bien sûr, les réseaux sociaux qui sont très importants. Les médias traditionnels au niveau local. Effectivement, les seuls freins à ça, et bien sûr la presse locale, l'affichage local qui peut être acheté pour une face unique, par exemple au niveau local. Il y a 2 freins, effectivement. Il y a des tickets d'entrée au niveau d'un magasin. Donc on voit parfois des magasins qui se regroupent, ou des choses qui peuvent se faire au niveau d'un niveau plus régional. Et puis il y a la technicité du métier de média planeur, et c'est là où entrent en compte en fait tous les prestataires qui peuvent apporter cette technicité de connaissance en fait des médias pour pouvoir faire les bons choix sur la diversité des choix qui s'offrent à vous. Donc en synthèse, les supports traditionnels laissent place davantage au digital. On le voit vraiment dans les chiffres. La baisse des investissements en catalogue boîte aux lettres, elle profite au digital, mais aussi à d'autres supports plus historiques, comme la PLV, la radio, l'affichage. Au sein du digital, les enseignes, elles privilégient d'abord les supports qu'elles maîtrisent, donc mon application, mon site, le wallet, etc. Et ensuite, elles vont acheter de la publicité digitale. Et puis, diffuser en fait des opérations promotionnelles et vos promotions, etc. Ça peut s'opérer sur un large spectre de supports au niveau local. Voilà, donc tous ces... je suis à l'heure, parfait. Tous ces leviers se jouent au niveau local, avec ou sans pilotage au niveau national ou régional, selon les enseignes. On voit que la tendance depuis 2022, depuis 2019, s'accélère sur la digitalisation. Est-ce qu'il y a une tendance est-ce qu'on a une tendance pour 2023 ? Est-ce que ça va rester stable ou est-ce qu'il y aura encore une progression ? Alors, au début d'année, les enseignes restent quand même assez secrètes. Elles parlent beaucoup, mais bon, voilà, c'est quand même très important, cette histoire d'allocation des moyens. Bon, il y a des choses qui sont claires. L'arrêt de la diffusion de prospectus de Leclerc donne un signal fort au marché. Oui. Donc, toutes les enseignes prennent des positions.
mais qui vont vraiment dans des sens complètement opposés. Ça va être de dire, moi j'arrête complètement ou je baisse énormément les volumes. Il y en a qui ont déjà complètement arrêté la diffusion, en Monoprix, Cora, Match. Et puis il y en a qui sont plus prudents, plus mesurés. Donc si on regarde positivement Carrefour, ils arrêtent 80% des tonnages de papier. C'est ce qu'ils nous ont dit chez Meta il n'y a pas très longtemps. Donc ils vont se concentrer encore sur quelques grosses opérations dans l'année. Et puis il y en a qui veulent faire un petit peu l'inverse. Donc Lidl et Aldi vont continuer à diffuser des catalogues. C'est pas pour autant qu'ils sont très vigilants à être très forts sur le digital. Alors, quand on parle de digital, on ne va pas du tout opposer le print et le digital, attention. Tu es assez sensible, je crois, à la communication responsable. C'est quoi ta définition pour toi de la communication durable ? Alors la communication durable, c'est un sujet qui impacte de plus en plus d'entreprises. Moi, j'en ai écrit une définition. Je dirais que la communication responsable, c'est celle dont on connaît les impacts et dont on pilote les effets délétères à la baisse. Donc aujourd'hui, on a tous les indicateurs pour communiquer, pour connaître les impacts de sa communication en termes d'impact carbone, impact sur la biodiversité et sur les pollutions, les déchets. Donc aujourd'hui, tout le monde est conscient qu'il faut communiquer plus raisonnablement. Si on ne le fait pas, de toute façon, on aura de plus en plus de lois. Donc déjà, on est dans un pays où il y a beaucoup de lois. Là, on est en train de digérer AGEC, climat, etc. Donc il faut maîtriser l'impact graduellement de ces campagnes. De toute façon, il y a des élargissements au niveau des obligations de reporting RSE qui arrivent au niveau des grosses PME, si on peut dire aujourd'hui. Donc, on va nous demander, à nous les communicants et les gens qui apportent des chiffres là-dessus, d'être plus vigilants. Alors, la mise en œuvre, elle est quand même assez fastidieuse, mais l'écosystème de la communication apporte énormément d'outils et d'accompagnement dans ce sujet. Après, effectivement, la communication sur la distribution, c'est quand même inciter à la croissance et à la surconsommation. Donc, le travail, il est aussi à se faire sur une offre de qualité supérieure. C'est-à-dire que plus on vend des produits bio, plus on vend de produits locaux, plus on vend sur des produits qui sont sourcés moins loin, etc., avec des matières recyclées, recyclables, etc., plus on travaille nos émissions de gaz à effet de serre, les atteintes à la biodiversité et à la pollution. Donc voilà, par contre, ce qui est intéressant au niveau de la communication locale, c'est de dire, nous, Madame Benchmark, on relève beaucoup d'initiatives locales sur tous ces sujets-là. Donc il y a vraiment une concrétisation en magasin de la politique RSE des enseignes, mais il y a aussi beaucoup d'initiatives des magasins qui sont hyper intéressantes, qu'on retrouve dans la veille de Madame Benchmark, et de manière exclusive. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des initiatives qui viennent du magasin et qui après vont être reprises par les enseignes. Alors avec Arnaud chez Nanoterra et je bosse en grande distribution, on suit beaucoup l'évolution des comportements en magasin. On a tiré plusieurs enseignements sur le WePub et plus largement sur les Europrospectus. On va en citer 4 qui pour nous sont les plus importants. Arnaud, je te laisserai compléter. Le premier, c'est la place des réseaux sociaux qui est omniprésente dans l'esprit, dans la culture maintenant des magasins. 90% des points de vente considèrent les réseaux, Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, comme des solutions sérieuses à la communication locale. On retrouve sur le podium bien sûr les e-catalogues à 80% et la publicité digitale aussi qui prend pas mal de place. Le SMS, l'email, l'application sont aussi des sujets intéressants mais un peu en deçà par rapport à ces 3 premiers. C'est quoi ton regard toi par rapport à ça, Arnaud ? Alors on va préciser que ces chiffres proviennent du livre blanc qu'on a édité effectivement avec Je bosse en grande distribution et Nanoterra et qu'on peut retrouver facilement sur nanoterra.eu. Ce qu'on peut voir par là, la première chose, c'est l'évolution de la prise en main des solutions digitales par les points de vente. Et cette prise en main, elle vient aussi des générations qui sont présentes dans les magasins. On en parlait tout à l'heure avec Jonathan. Il y a beaucoup de nouvelles générations qui ont commencé alternants, qui désormais occupent soit des postes de chef de rayon ou de responsable de caisse et qui travaillent sur la communication, ou alors, pour les plus gros magasins, des équipes dédiées communication qui ont pris l'habitude de se saisir de ces leviers-là. Finalement, auparavant, les milliards dont parlait Elisabeth, c'était en quelque sorte de la communication qui était déportée auprès des centrales et le magasin ne s'en occupait pas. Ce qui change, c'est que justement le magasin s'en préoccupe désormais. Et ce qu'on voit et qui est le plus saisissant, c'est que je trouve, on parle de produits locaux, mais finalement les magasins font communiquer leur magasin localement et le réintègrent comme étant un acteur du territoire en disant
regardez, notre magasin n'est pas qu'un gros hangar avec des rayons, mais bien un lieu de vie avec des collaborateurs, avec une expérience client et projette cette expérience à Avec des l'extérieur. fournisseurs locaux qui mettent souvent Avec en des valeur. fournisseurs locaux qui mettent en avant. Les collaborateurs sont très souvent mis en avant également. Et ce sont aussi des vecteurs pour communiquer sur les autres canaux de mise en avant de la promo, puisque les réseaux sociaux, et on en parlera un petit peu plus après, dans sa dimension organique, ce ne sont pas le canal privilégié pour diffuser de la promo, c'est plus de l'aspect affinitaire, sensible, avec le magasin. Ouais. Mais les consommateurs, et vous savez bien, j'aime bien cette stat, 58% des Français ne dépassent jamais leur budget de 10 € quand ils font leurs courses, et donc ils sont très sensibles à ça pour orienter leurs achats. Et donc, par le biais de ces canaux-là, on les sensibilise aux autres accès à la promotion. Tu en as parlé tout à l'heure, Elisabeth. Comment est-ce que je fais pour savoir les promotions disponibles dans mon magasin si je ne le reçois plus dans ma boîte aux lettres? Et donc, c'est comme ça que ça se travaille, un petit peu en organique, beaucoup en publicité, en SMS, souvent en amenant sur les catalogues que Nanotera fait depuis longtemps et fait évoluer. On a vu des usages s'enrichir, se compléter par les distributeurs pour justement mettre à disposition de façon fluide et efficace toutes ces promos et les mettre sous les yeux des consommateurs. Ouais, ce chiffre de 90%, Raphaël, ça te surprend? Alors, pas trop. On sait que les réseaux sociaux sont dans les usages de tous les Français. On va le voir après avec quelques chiffres. Il y a différents sondages qui ont été menés aussi dans ce sens-là, que ce soit auprès des consommateurs, auprès des décideurs marketing dans la distribution. Donc on a toujours des chiffres qui sont de cet ordre-là. Donc c'est pas une grande surprise. Ensuite, je pense que le fait de générer une vente, ça passe par plusieurs touchpoints. Un utilisateur doit avoir une enseigne à la radio, à la télé, sur les réseaux sociaux, en affichage, etc. Donc c'est un ensemble de choses. Mais c'est sûr que oui, on a des usages qui sont tellement puissants que c'est probablement normal. Alors, tu fais la transition parfaite avec le deuxième enseignement. C'est qu'effectivement, on l'a vu aussi avec Elisabeth. C'est qu'avant, historiquement, il y avait 3-4 touchpoints au sein des points de vente. Désormais, il y en a 10, voire beaucoup plus. Et le vrai sujet, c'est d'arbitrer, c'est de choisir les réseaux, les formats, les supports pertinents en fonction de son audience, en fonction de sa cible, en fonction de sa maturité. On a dressé d'ailleurs une cartographie des différents leviers possibles. On aurait pu rajouter la télé d'ailleurs, on ne l'a pas rajouté. On voit que les réseaux sociaux prennent beaucoup de place, ont une logique de notoriété dans un premier temps. On voit aussi la place des messageries, même si ce n'est pas encore très utilisé dans une logique d'acquisition. Mais on voit aussi la publicité qui a des enjeux à la fois entre l'acquisition, la noto, même la fidélisation. C'est une cartographie qui est assez appréciée en général, Arnaud, quand on le partage, mais c'est un bon reflet de ce qui se passe en magasin. Et ça montre effectivement toute la complexité à laquelle sont confrontés les points de vente, qui justement n'avaient pas besoin de faire ces arbitrages finalement, qui connaissaient leur zone de distribution de prospectus et qui pouvaient discuter avec leurs distributeurs pour savoir où diffuser et y passer un temps restreint. Là, ils ont besoin d'être accompagnés pour savoir vraiment, en fonction de leur zone, en fonction de leur typologie de magasin, si je suis dans le bricolage, si je suis dans l'ameublement, si je suis dans l'alimentaire, en fonction de ma densité concurrentielle, quels sont les leviers que je vais vouloir activer, et le travail qui est mené de fond, un travail de fond qui est mené par les enseignes sur la fidélité, pour également identifier les segments de clientèle qui sont mal représentés dans ma clientèle justement. Peut-être que on a accès à beaucoup de données, la data est un mot qu'on entend en permanence, et grâce aux cartes de fidélité, on a beaucoup d'informations sur les typologies de clients qui viennent faire leurs courses. Ça nous permet non seulement de savoir ce que nos clients font, mais également, en les croisant avec d'autres données, des données INSEE et autres, quels sont les clients que je ne touche pas assez et que j'ai envie d'aller chercher. Le digital offre cette opportunité par le biais des plateformes méta, par le biais des campagnes display, par le biais d'une multitude d'acteurs, pour aller chercher des audiences en particulier avec des messages qui leur seront particuliers. Alors attention, on ne va pas faire peur au magasin. L'idée, c'est pas d'être partout. L'idée, c'est d'en sélectionner 5, 6, 7. C'est un conseil qu'on pourrait donner. Mieux vaut être bon sur 5, 6, 7 touchpoints plutôt que d'être mauvais ou moyen sur 10 touchpoints. Et on en reparlera avec Raphaël. Et de repenser à nouveau à la créa, parce que finalement, ça fait presque 20 ans que je fais de la publicité digitale. Et on parle beaucoup de ciblage, mais le premier ciblage, et ça c'est vraiment un conseil très opérationnel, c'est la créa. Ouais. D'ailleurs, le visuel, quel message je mets en avant, quel visuel je mets en avant. Ça va me permettre de mettre en avant mon message en fonction de la cible que j'ai souhaité adresser. Quand tu me tends une perche, ça veut dire qu'on n'est plus dans une communication où on diffuse la une d'un prospectus, par exemple ?
Pas seulement. La une du prospectus a l'avantage de clarifier le message, parce qu'une de prospectus a dit « ceci est un prospectus », quand bien même il est digital. Donc je sais que derrière, je vais avoir une offre promo. Il y a d'autres façons de l'adresser en mettant en avant un produit du catalogue qui n'est pas nécessairement celui qui est en une. Un produit d'appel, par exemple. Voilà, si je cible des jeunes parents, je vais peut-être mettre en avant une offre pour des couches. Voilà, j'enfonce une porte ouverte, mais ça fait partie des choses qu'on peut creuser localement. Si j'ai des produits de producteurs locaux, c'est probablement pas quelque chose que je mets en une d'un prospectus, mais ça peut toucher une audience plus sensible au bio, par exemple. Troisième enseignement, qu'on trouve aussi très intéressant, il faut être transparent. La mesure du digital vers le point de vente est assez complexe. Peut-être que Raphaël aussi, tu pourras nous le confirmer. Aujourd'hui, les enseignes ou les magasins se concentrent surtout sur le digital vers le digital, c'est-à-dire ce qui est mesurable, tangible, redirigé vers le site web, redirigé vers le catalogue en ligne, redirigé vers l'application, parce qu'on peut mesurer les téléchargements, ou même redirigé vers ses propres landing pages. On en voit fleurir un peu partout dans des points de vente. Ça, c'est un enseignement très révélateur aussi de la culture numérique des points de vente. Bah, absolument. C'est se dire que jusqu'à présent, on revient toujours à la même chose. Je gagne en autonomie en tant que point de vente et je vais focaliser mes efforts là où je peux avoir un ressenti mesurable. Donc, à la fois, c'est très enthousiasmant d'avoir accès à des indicateurs auxquels on n'avait pas accès. L'indicateur, quand moi j'ai commencé chez Nanotera il y a 4 ans, on m'expliquait qu'il n'y avait pas d'indicateur du chiffre d'affaires généré par le point de vente quand il distribuait des prospectus. Ce qu'on savait, c'est que quand j'arrêtais de distribuer un point de vente, je perdais 20% de chiffre d'affaires. Donc c'était une mesure par défaut. Une mesure par défaut. Voilà. Donc là, en digital, on renverse ça puisqu'on a des indicateurs intermédiaires, des indicateurs marketing, combien de personnes l'ont vu, combien de personnes ont interagi avec, mais ça ne me dit pas combien de chiffre d'affaires j'ai généré. Alors il y a par ailleurs une foultitude de solutions de mesure Drive to Store qu'il faut toujours regarder avec intérêt, mais avec circonspection, puisqu'elles ne révèlent qu'une partie de la réalité qui est beaucoup plus complexe. Naturellement, Raphaël parlait de tous ces touchpoints. Tous ces touchpoints ne sont pas intégrés nécessairement dans la mesure. Quand on fait de l'affichage, ça a un effet. Quand on fait de la télé, ça a un effet. Quand on fait de la radio, ça a un effet. Mais il n'est pas mesuré techniquement. Tu confirmes ça, Raphaël, cette mesure du digital vers le point de vente ? C'est un fantasme, très honnêtement, d'avoir ce chiffre. Et quand on parle digital, en général, on parle ROI. Oui. À l'échelle du natio, à l'échelle d'une enseigne tout entière, on peut mesurer des choses incroyables, des retours sur investissement incrémentaux. À l'échelle du magasin, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, du coup, mais il y a cette envie, bien sûr, d'en découdre. Donc, moi, j'ai toujours tendance à dire, alors, même dans la mesure, on se rend souvent compte que la plus grosse partie de l'incrément, elle est générée sur ce qu'on appelle du post-view. C'est-à-dire que des gens qui ont vu la pub. Pas des gens qui ont interagi, pas des gens qui ont cliqué, des gens qui ont juste vu. La notion d'impression. C'est ce que fait la télé, c'est ce que fait le 4x3, c'est ce que fait la presse depuis toujours. Donc, l'effet de halo. Exactement. En fait. Donc il faut redorer un peu le blason de l'impression, de l'affichage, du display, parce que en fait, rien que de voir une pub, ça a un effet sur le consommateur. Et puis ensuite, bien sûr, plus on avance, plus on aura de précision, même au local. Mais aujourd'hui encore, déjà, avoir une idée du nombre de personnes qu'on touche et du nombre de personnes peut-être qui cliquent, c'est déjà un très bon début. Quatrième enseignement, qui pour nous aussi est très révélateur, on voit que ça bouge en magasin. Pour 70% d'entre eux environ, il y a des efforts faits, soit sur du recrutement, soit sur de la formation. Beaucoup d'enseignes, on ne va pas toutes les citer. Maintenant, des community managers, des chargés de communication, il y a plein de termes appropriés. Plein de postes à pourvoir. Il y a beaucoup de postes à pourvoir, souvent très jeunes d'ailleurs, qui sont recrutés. Ça, c'est une tendance de fond en tout cas, soit recrutement, soit la formation, et c'est un vrai sujet en tout cas aussi pour les points de vente. C'est un sujet important et finalement, non seulement ils recrutent, les points de vente recrutent, mais tous les points de vente n'ont pas la possibilité d'embaucher des personnes dédiées à ça. Tous les magasins ne sont pas des hyper de 10 000 m². Il y a beaucoup de magasins beaucoup plus petits qui n'ont pas du tout la surface financière pour pouvoir avoir un poste à plein temps. Et donc il y a un travail aussi qui est mené par les enseignes et qu'on peut accompagner pour sensibiliser les gérants des points de vente sur la façon de l'adresser, cette communication digitale, et puis de savoir à quel moment est-ce qu'on peut se substituer à eux pour accélérer la digitalisation et la communication sur tous ces canaux. On va basculer sur des questions plus pour Raphaël, vraiment focus sur Facebook. On dit souvent que Facebook est un peu en perte de vitesse. C'est quoi la force de Facebook aujourd'hui en quelques chiffres ? Merci Jonathan. J'enchaîne tout de suite sur la slide suivante. Alors, c'est vrai qu'on dit souvent Facebook est en train de mourir. C'est faux. En 2022, l'audience a cru de 0,5%.
Donc certes, on a atteint un plafond, donc on ne va pas doubler ou quadrupler le volume. C'est 80% des Français. Hein, Mais qui voilà, ont un compte exactement. Facebook. Globalement, on voit le chiffre ici, et ça c'est Médiamétrie qui le dit, ce ne sont pas nos propres chiffres. Mais Médiamétrie situe l'audience de Facebook à un peu plus de 47 millions de personnes. Et le plus intéressant, c'est par jour, c'est 30 millions de personnes. Donc en gros, retournez sur Facebook et voyez comment la plateforme évolue. On retrouve les Reels, on retrouve les Stories, on retrouve le contenu et toute l'intelligence artificielle qui est utilisée pour Instagram est utilisée pour Facebook aussi. Donc non, le temps passé sur cette plateforme n'a jamais été aussi haut, sauf pendant le confinement. On est dans quelle proportion à peu près? Je crois que c'est 30 minutes par jour, par utilisateur. Alors Facebook en particulier, je n'ai pas le chiffre. Je vais rebasculer sur un chiffre de Médiamétrie qui annonçait 50 minutes de temps passé sur les réseaux sociaux en moyenne par Français. Donc bien sûr, chez les jeunes, c'est plutôt 3 heures. Chez les personnes plus âgées, c'est l'inverse. Mais donc voilà, ça donne un peu un ordre d'idée, comme quoi c'est un média non seulement de masse, mais un média qui est utilisé tous les jours assez longtemps. Ouais, média de masse et du coup, média quand même local. Média local, absolument. Facebook en particulier, pour le coup. Pourquoi ? Parce que les magasins créent leur page locale. Et donc, du coup, touchent au travers, alors soit de l'organique, on va le voir, soit du sponsorisé, les personnes qui se trouvent autour de ce magasin et qui sont fans de la page, ou tout simplement pas fans de la page, mais autour du magasin quand même. Ouais, tu parles justement, on va rebondir sur la slide d'après, tu parles de la distinction organique paid, Oui. qui est Oui. un sujet qui n'est pas forcément toujours compris de la part des points de vente. On peut peut-être revenir là-dessus. Oui, alors effectivement, la distinction entre les deux, aujourd'hui, je pense que la plupart des magasins ont encore en tête que les réseaux sociaux, c'est de l'organique. C'est j'ai des fans, je veux plus de fans. Pourquoi je veux plus de fans ? Parce que je veux exposer mes messages à un maximum de monde. Si j'expose un maximum de monde, j'ai un maximum de chances de faire venir les gens au magasin. En réalité, il y a probablement 10 à 20 fois plus de gens qui utilisent Facebook et Instagram tous les jours qui se situent autour de votre magasin. Je parle aux auditeurs. Par rapport au nombre de fans que vous arrivez ou que vous avez aujourd'hui sur votre page. Donc il y a un énorme gap entre les deux et on peut aujourd'hui voir les réseaux sociaux sous 2 angles différents. L'angle organique, j'ai des gens qui sont fans, qui sont probablement d'ailleurs déjà mes clients et qui viennent déjà toutes les semaines faire mes courses. Donc la valeur ajoutée commerciale de ces gens-là, c'est plus de l'humain et leur montrer la vie du magasin. Mais j'ai aussi autour de mon magasin plein de gens qui ne sont pas forcément clients ou qui viennent peut-être pas si souvent et que je peux quand même toucher au travers de la publicité, donc Facebook en tant que média. Ouais, quand tu parles d'audience, là on voit un chiffre de 10 à 30% des fans de la page du magasin. C'est quand même beaucoup, j'ai l'impression, 30%. C'est dans le meilleur des cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous faites des posts, vous voyez le nombre de fans que vous avez, vous voyez le nombre de personnes qui consultent le post. Des fois, ça descend même à 5%, ou des fois, ça peut même monter à 40%. Donc, il y en a qui ont plus de succès que d'autres. C'est déjà très bien. Donc, imaginons que vous ayez 20 000 fans et que 30% d'entre eux regardent votre post. C'est déjà très bien. Ensuite, probablement, si vous faites une campagne média en parallèle, vous allez plutôt toucher 150, 200 000, 300 000 personnes autour de votre magasin. Donc, on n'est pas sur le même rapport de force. Ouais, et ce qui est intéressant, c'est dans ces 30% de fans, alors ça peut être des gens effectivement locaux, ça peut aussi ne pas l'être. Ça peut être même des gens en dehors de la communauté propre au point de vente. On va revenir peut-être sur la notion de type de message, qu'on distingue bien la façon de parler promo en organique ou pas, et la notion de créativité sur la publicité. Oui. Facebook n'est pas un catalogue promo, on va être transparent, on va être clair. Quelles sont les bonnes pratiques pour toi pour bien communiquer en organique ? Alors, on a eu la chance d'être invité chez Leclerc pour rencontrer les magasins pendant 2 jours. Donc, en gros, ce qui ressort, c'est que tout ce qui a un caractère humain dans la communication ressort énormément. La vie du magasin, les films sur les rayons, les accords avec les collectivités locales ou les producteurs locaux. Et c'est probablement ce que les fans veulent voir. Donc, en gros, c'est vraiment le cœur du magasin, c'est l'identité du magasin. Et donc, du coup, c'est ce qui marche le plus. On nous dit en général... les créas léchés du national, ça marche un petit peu moins. Ça marche beaucoup mieux quand je prends une photo moi-même et donc du coup que ça ressemble à du contenu un peu qu'on partage avec ses amis, avec sa famille, etc. Il y a un enjeu justement quand l'enseigne prend la parole au niveau national, il y a un enjeu de descendre l'information localement. Est-ce que vous avez des observations, Arnaud et Elisabeth, là-dessus ? Sur le fait de mettre à disposition, ce qu'on constate effectivement, c'est que ce qui vient du national est plus institutionnel. Et ne représente pas un accélérateur en termes de communication locale. Ce qui est intéressant d'un point de vue national, c'est plus la mise à disposition d'éléments qui vont cadrer en quelque sorte la façon de présenter les offres et le mettre à disposition pour l'activer commercialement. Puisque je rebondis un petit peu sur ce que disait Raphaël, sur les 40% de postes qui peuvent être vus. Quelle est la proportion des postes de ce type qui mettent en avant une offre promotionnelle ?
elles sont en général très faibles, puisqu'il y a une logique d'algorithme derrière Sûr. qui va privilégier les posts avec beaucoup d'interactions, et peu de gens vont interagir en disant j'aime cette promotion sur les tomates. Ça ne fait pas partie des actions que les gens vont faire. Donc c'est aussi ça, pour compléter, que la communication organique, elle est vraiment sur le fait de dire je suis proche de vous, mais ce qui va me déterminer, ce qui va me donner envie de venir chez vous, c'est ça, mais c'est également le fait qu'il y ait 1 kilo de tomates qui soit moins cher, et donc de venir chez vous, ou une perceuse quand on est sur du bricolage, par exemple. Il y a aussi des créas qui deviennent maintenant presque des classiques. Hein. C'est plutôt les gens des rayons qui vont présenter l'offre de la journée star Leclerc ou les jeudis plus, etc. chez Système U. Et ça, c'est devenu vraiment un modèle. Et donc, on rentre vraiment par l'humain, en fait, sur la page organique. Et est-ce que ça ne redessine pas justement les contours de la pub ? Aujourd'hui, le local s'inspire du Natio. Est-ce qu'on pourra y se projeter dans 2-3 ans ? Est-ce que finalement le Natio s'inspire du local, en apportant plus aussi d'humanité, d'authenticité ? Je pense que de toute façon, on en a fini avec les modèles complètement descendants de la pub. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'initiatives créatives en fait, qui viennent des magasins. Ouais. Justement, ce que tu disais de la part des jeunes, je crois qu'avant que les enseignes aient édicté des règles pour aller sur certains réseaux sociaux, c'est les magasins qui ont pris ça en charge et qui ont créé des nouveaux codes qu'on n'aurait peut-être pas imaginés au national. Tout à fait. Alors, cette nouvelle façon de penser change aussi le métier de chargé de communication ou de community manager. Je sais que tu es très sensible à ça, Raphaël. C'est quoi ton regard, toi, sur ce métier et quelles sont les évolutions que vous constatez ? Alors, la slide est simple, mais parle beaucoup. C'est qu'aujourd'hui, ce qu'on a pu observer, la course aux fans, et l'interprétation, du coup, souvent des magasins, des réseaux sociaux, c'est beaucoup de temps, effectivement, parce que à la base, un community manager, il passe du temps au magasin, il va voir ses rayons. Alors déjà, il n'est pas toujours formé pour ça initialement. Donc il y a vraiment un travail de fond déjà important. Ouais. Et puis derrière, il faut trouver une ligne éditoriale, il faut arriver à comprendre ce qui plaît. On y passe beaucoup de temps. Tout ça derrière pour quelques milliers de fans qui sont déjà clients aussi. Donc il y a une vraie question de quelle est la rentabilité du temps d'un community manager dans le fond. Et aujourd'hui, c'est vrai que le sponsorisé, donc l'audience qu'on peut toucher via la publicité sur nos plateformes, donc en ne touchant pas que des fans, peut permettre demain à un community manager, si jamais il monte un petit peu en puissance sur ces sujets-là, très simplement de mettre des campagnes en place avec des contenus qu'on retrouve et qui se répètent. Alors on parlait de la créativité, elle est quand même hyper importante, même dans la publicité. Si on met toujours la même pub, les gens s'ennuient, ne cliquent plus dessus et n'y font même plus attention. Donc il faut de la fraîcheur, il faut que ça change régulièrement, il faut que le nom du magasin soit absolument sur la créa. Les gens ne lisent plus le texte au-dessus de la pub. Ils lisent même plus le logo en fait, de la page qui prend la parole. Donc j'en profite pour placer 2-3 conseils, mais globalement sur une créa sur nos plateformes, il faut voir le nom du magasin parce qu'il y a un côté identitaire qui est fort et qui va plaire aux gens. Il faut voir le logo de l'enseigne et ensuite il faut voir 2-3 arguments qui plaisent. Mais c'est un travail qui est hyper intéressant, qui est hyper riche et qui demain en fait est très facile d'accès pour un community manager qui finalement est déjà assez familier avec nos plateformes. Là, on voit un peu le mode Pareto. Ouais. On passe 80% de son temps sur de la création de contenu pour finalement une couverture organique qui est très faible. Donc l'avenir à 1, 2, 3 ans, c'est d'aller vers du ads et de la créativité publicitaire. Exactement. Je pense qu'il faut la curiosité sur l'espace publicitaire. Alors certes, ça coûte de l'argent, mais voilà, le prospectus coûtait de l'argent. On arrête le prospectus demain pour certains. Créer du contenu, ça coûte de l'argent aussi. Créer du contenu, ça coûte de l'argent, mais c'est là où, en fait, déjà, entre le contenu qui est créé sur l'organique et celui qui va être créé sur de la pub, il va y avoir des ponts à un moment ou à un autre. Donc, il va y avoir de l'intelligence, il va y avoir une vision globale qui va se développer et pertinente. Je trouve que c'est très important ce que tu rappelles comme règle pour la créa. Parce qu'il y a un indicateur publicitaire qui s'appelle l'attribution, c'est-à-dire que je peux voir des belles choses, des belles tomates ou un beau rayon, je ne sais pas, bébé par exemple, mais si je n'identifie ni l'enseigne ni le magasin, ça ne sert à rien. Il faut se rappeler quand même qu'on scrolle assez rapidement. Donc tout ce qui est travail sur l'attribution est très important, et notamment sur l'image. C'est une fraction de seconde. Hein. Quand l'écran défile, on dit que c'est la hauteur de la tour Eiffel tous les jours par utilisateur, en moyenne. Donc quand même, il faut que l'image, on comprenne tout de suite de quoi il s'agit. Donc il faut un beau logo, il faut le nom de la ville, et puis il faut un beau produit avec peut-être un beau prix, on ne sait pas. Ouais, et puis de l'humain aussi, de l'authenticité qui fait qu'on capte l'attention. Absolument, exactement. Et pour compléter ça, si on se souvient de la slide qu'on vient juste de regarder, il y a beaucoup de magasins qui n'ont pas d'équipe de communication et qui ont un temps limité pour attribuer à la communication.
Et le conseil peut-être qu'on peut leur donner, c'est de focaliser leurs efforts sur ce qui aura le plus d'effet et probablement de se dire comment est-ce que je fais pour communiquer efficacement auprès de ma zone de chalandise avec le moins de temps possible. Et donc là, j'ai aussi besoin d'être accompagné et de pouvoir activer facilement des messages publicitaires avec des gens qui ont pensé à la créer en amont. Moi, je vais faire un travail de commerce en sélectionnant peut-être le produit que je vais vouloir mettre en avant parce que je sais qu'il a du sens sur ma zone de chalandise et le puber, donc le diffuser publicitairement pour le mettre en avant. On en reparlera juste après. Alors chez Meta, juste pour finir, il y a 2 outils. On a la suite business, par Meta Business, qui est, je dirais, l'outil peut-être le plus simple à utiliser pour un point de vente. Et pour les plus experts, on a la suite Meta Business, mais aussi l'ensemble des outils marketing de Facebook, la création d'audience notamment. Je pense que c'est un sujet qui n'est pas très évoqué au niveau des points de vente. Oui. Est-ce que tu peux nous présenter ou nous représenter ces 2 outils? Oui. Alors 2 outils natifs. Ensuite, il y a énormément d'outils derrière qui existent sur le marché, dont Notera. Ouais. Mais globalement, effectivement, la manière la plus simple. Alors, on parle beaucoup de boost de poste. Est-ce que c'est une bonne pratique, le boost? Le boost de poste doit être une vision organique. C'est-à-dire que c'est de la publicité dans l'organique. C'est pas de la publicité au sens large, comme on le mentionnait plus tôt. Donc, c'est-à-dire que, et typiquement, on a eu un commentaire. Donc ça, je pense qu'il faut en parler. On nous dit, moi, quand je fais un boost de poste, ça va toucher des gens qui, de toute façon, seraient allés voir la publication. Donc, laissez vivre votre poste un certain temps en organique, c'est-à-dire que quand vous en faites un, laissez-le vivre. Et puis, au moment où il commence à s'essouffler en termes de volume, allez le booster, parce que vous avez vu qu'il marchait bien, qu'il a des taux d'engagement qui sont forts, etc. Donc, le boost de poste, c'est quelque chose de très simple, mais ça fait partie de l'organique parce qu'on booste un contenu organique. Sur le côté publicitaire, effectivement, l'espace publicité, sur votre page magasin, vous avez cet espace publicité à disposition. Vous pouvez créer une publicité à partir de rien, importer des visuels du coup qui feront office de publicité, et puis ensuite donner de la visibilité, cibler des codes postaux, cibler une audience, essayer d'aller large, essayer surtout de mettre un maximum de choses. Si vous avez un prospectus, vous pouvez mettre la couverture, mais il y a autant de produits intéressants dans ce prospectus local, parce que le Nation en général est déjà relayé par le marketing national, mais au local, sortez peut-être du prospectus les produits qui ont le plus de sens, parce que certains vont plus avoir d'effet sur certaines personnes et d'autres sur d'autres. Donc c'est très important d'avoir un maximum de créa possible et laisser l'algorithme faire. C'est-à-dire que je ne vais pas cibler d'un côté des gens qui aiment la puériculture avec des produits puériculture. Je vais faire une grande campagne, je vais cibler du plus 18, je vais mettre de la puériculture, du barbecue et d'autres produits, etc. Et donc l'algorithme va lui-même comprendre au fur et à mesure, selon les clics, etc., quelle pub intéresse quelle personne et donc optimiser la campagne. Donc ça, c'est dans les 2 cas, dans l'espace publicitaire aussi bien que dans le gestionnaire publicitaire, l'algorithme fait très bien le travail. Donc, espace publicitaire très simple, j'ai fait du community management jusqu'à maintenant, je peux prendre possession de cet outil sans problème. Le gestionnaire publicitaire, effectivement, il y a un côté très geek, donc il faut mettre les mains dans le cambouis. Il y a toutes les formations qui existent en ligne pour apprendre à utiliser ces plateformes-là. Et là, pour le coup, effectivement, on peut créer des audiences, exclure des audiences d'une campagne publicitaire, les intégrer au contraire. On peut intégrer même un moyen de faire remonter les ventes offline pour optimiser la campagne là-dessus. Donc, il y a énormément d'options, mais ça nécessite un niveau expert. Ça nécessite en fait de prendre un petit peu plus de temps et puis de se plonger dedans pour avancer. J'ai 2 questions. La première, c'est quoi l'objectif quand on booste un poste? Est-ce qu'on laisse l'algorithme faire ou est-ce qu'on choisit plutôt un objectif notoriété, un objectif trafic? Et deuxième question, est-ce qu'il n'y a pas un risque de chevauchement avec la communication au niveau national? Alors, la première, effectivement, quel objectif? On peut avoir un objectif de couverture ou un objectif de trafic. L'objectif de couverture va faire connaître l'information très rapidement. Si votre message suffit à lui-même, lorsqu'on l'a vu, on peut choisir un objectif de couverture. Je change la devanture de mon magasin où j'ai un nouveau rayon qui arrive et j'ai envie de le dire à la terre entière, mais effectivement, je peux booster un post qui le dit en 3 phrases ou en 3 mots plutôt. Et du coup, en fait, communiquer largement en couverture comme ça. Si en revanche, j'appelle les gens, les consommateurs pour qu'ils viennent sur mon site où j'ai vraiment du contenu et l'objectif, c'est qu'ils voient ce contenu-là, je vais choisir un objectif de trafic. Et ensuite, contenu national versus contenu local. Notre vision, c'est qu'il y a du contenu local qui est géré par le national, qui est géré par le national. Je pense qu'il faut se concentrer sur la vie du magasin. Donc, se concentrer sur les promos qu'on a au local, que les autres magasins n'ont pas, mes producteurs locaux, en fait, toute la vie promotionnelle du magasin lui-même au local. Il n'y a pas que les réseaux sociaux dans la vie, dans la communication locale, il y a aussi l'omnicanalité avec différents supports. Arnaud, tu voulais nous parler de Big One? Absolument. Donc, comme on l'a évoqué depuis tout à l'heure, la publicité, la communication du
pour le point de vente, c'est du temps, c'est de l'expertise, et c'est finalement pas le métier d'un commerçant. La communication, c'est un métier de communicant. Et chez Nanoterra, on est très sensible à ça, puisque notre métier, c'est d'accompagner les commerçants à communiquer. Donc on le fait naturellement depuis plus de 25 ans par le biais d'expertise. On a développé des outils, on fait des opérations locales très souvent, on connaît bien la vie des magasins. Et justement, pour mieux s'en saisir, on a mis en place et développé une plateforme qui s'appelle Big One, pour laquelle vous allez voir une petite démo. On a le magnéto. Voilà. Qui a vocation à être utilisée par le point de vente, que ce soit le gérant du point de vente, que ce soit le responsable de communication. Donc, quand vous vous connectez sur la plateforme, vous arrivez directement sur la page d'accueil sur laquelle vous voyez les opérations qui sont mises à disposition. Donc, ce sont bien les opérations de votre enseigne qui sont mises à disposition. Donc, vous savez exactement ce sur quoi vous allez pouvoir communiquer. Quand vous êtes sur la plateforme, le but, c'est de vous donner aussi un petit peu une information sur l'activité digitale. Donc, on a mis en place un module de veille concurrentielle. On parle de réseaux sociaux depuis tout à l'heure. C'est une interface qui permet de garder un œil sur ce que font nos concurrents et d'un coup d'un seul, voir l'actualité de nos concurrents les plus proches. Ça sert toujours, puisque quand bien même beaucoup de publicités ne sont pas visibles sur les pages organiques, ces opérations sont souvent relayées en organique. Donc ça permet de garder un œil sur ça. Mais finalement, le plus important, ça va être de communiquer. Et la mission de Big One Digital est de faire gagner du temps au point de vente. Par ce biais-là, ils vont accéder directement à des modèles de publication, dans le cas qu'on a sous les yeux. S'ils s'occupent de plusieurs magasins, choisir un ou plusieurs magasins. Ça s'adresse effectivement à la fois au central et à la fois au point de vente, et pouvoir sélectionner et créer des groupes qui leur sont utiles pour le futur. Donc là, par exemple, j'ai accès à une publication que je vais pouvoir personnaliser et publier. Je vais vous montrer juste après, dans la démo qui suit, la façon dont ça se fait. Quand on a fait de l'organique, on en a parlé, on va toucher entre 5 et 20-30% de notre audience. Mais le but, c'est d'aller chercher vraiment tous les consommateurs qui se trouvent dans notre zone de chalandise, et pour ce faire, la publicité est le levier idéal. Donc naturellement, le but, c'est de communiquer par le biais de Meta, mais également un levier hyper important qui est le display, les sites web, sur votre site de PQR, sur Le Bon Coin, sur tous les sites que consultent les internautes tous les jours, et de pouvoir utiliser les groupes de magasins. Et le but, à nouveau, c'est de faire gagner du temps au point de vente, en lui demandant qu'est-ce que tu veux communiquer, surtout où tu veux le communiquer. Donc depuis la plateforme, on a accès directement aux zones de diffusion au point de vente, et aux zones iris qui se trouvent alentour, où le point de vente va pouvoir sélectionner les zones sur lesquelles il souhaite communiquer, des zones qu'il maîtrise très bien parce que ce sont les mêmes zones de distribution historiquement utilisées. En France, on a le privilège d'avoir l'INSEE qui fait un travail sur lequel s'appuie toute l'industrie, justement à la fois pour avoir des données sociodémographiques et avoir des zones géographiques. On va pouvoir créer une zone de diffusion. Donc je sais où je vais diffuser ma promo. Et ensuite, la plateforme va me faire une proposition de budget. C'est-à-dire, en fonction de la zone, en fonction du nombre de foyers présents, quel est le budget que je devrais investir? Puis ça, c'est souvent une question qui remonte. Je dois faire de la pub, d'accord, mais combien? Combien investir? Ce ne sont pas des communicants, ce ne sont pas des marketeurs. Et donc là, le but, c'est de leur faire gagner du temps en leur proposant une recommandation. Ensuite, naturellement, chaque point de vente est libre d'investir à sa guise et de choisir le budget qui sera investi. Une fois qu'il a sélectionné sa zone de diffusion, son budget, il va pouvoir personnaliser ses messages. Donc là, on voit bien que ce sont les messages qui vont accompagner les posts sur les réseaux sociaux. Et il a accès à un ad builder, un éditeur créatif, dans lequel les bannières sont déjà là. À nouveau, le but, c'est de faire gagner du temps au point de vente. On est dans l'opération Saveurs d'Italie, dans le cas présent. Et donc, je vais avoir accès, grâce à toute la maîtrise de la donnée produit qu'a Nanoterra, à toute l'offre produit de cette opération. Et je vais pouvoir choisir, moi, point de vente, le produit qui va être le plus percutant localement. Donc là, j'ai choisi un jambon que je vais mettre en avant. Tout de suite, ma créa est faite. Ça m'a pris quelques secondes pour avoir une créa avec un produit, avec le prix, la mécanique promotionnelle. C'est décliné. Je vais, si c'est pertinent, modifier les dates de l'opération, modifier certains textes. Et ces éléments sont ensuite vont être répliqués sur tous les formats nécessaires pour diffuser sa campagne. On la diffuse, là on est sur des formats display, donc des formats qui seront affichés sur les sites web, comme je le disais, et également sur les plateformes de Meta et potentiellement sur la plateforme Waze.
Donc vraiment, le but de la manœuvre, le but de la plateforme, c'est de faciliter la vie du gérant et de tous ces points de vente qui n'ont pas d'équipe de communication, qui n'ont pas de marketeurs, qui vont pouvoir aller dans le gestionnaire de publicité, passer du temps à pouvoir maîtriser leur niveau de CPM, leur niveau de répétition, savoir quelles sont la meilleure façon d'optimiser l'algorithme. Ils peuvent s'appuyer sur l'expertise de la plateforme, sélectionner vraiment les informations les plus importantes, quelles sont les dates de début, les dates de fin de l'opération. Le lien de redirection, c'est souvent un angle mort de beaucoup de campagnes digitales, c'est quand l'internaute clique sur la bannière, qu'est-ce qu'il voit après ? Je ne sais pas, quand je fais de l'affichage, il ne voit rien, il arrive dans mon magasin. Naturellement, nativement, la plateforme va proposer des liens. Le e-catalogue, que Nanotera maîtrise également, va pouvoir être la page de destination. Et ensuite, on a la commande est passée, on reçoit à la fin de la campagne la facture sur les investissements qui ont été consommés, et ça permet effectivement d'avoir une maîtrise budgétaire de sa campagne. Voilà en quelques mots les éléments. Et naturellement, Nanotera est une agence tech et créative, comme dit avec un support client hyper important au téléphone, par mail, par chat, avec une base de connaissances qui est aux côtés des magasins. Ça a l'air très simple. C'est très simple. C'est notre vocation en tout cas. Et on le déploie de plus en plus. 45 minutes, ça passe très vite. Merci pour vous trois, en tout cas, pour cet échange. Est-ce qu'on a des questions ? Oui. Alors peut-être que tu peux nous les afficher, Alexandre. On va peut-être prendre la première de Julie. Quelles sont vos données conseils sur les créas par rapport à l'impact des vidéos versus une image ? Peut-être une question pour Raphaël. Oui. Alors, ça va dépendre du type de message. Un message institutionnel pour apporter un peu de l'image de marque, n'hésitez pas à mettre un peu de vidéo parce que ça rend les choses plus sympas. Si vous faites de la promo, je pense qu'une image, un prix, un logo, ça suffit largement. Donc là-dessus, on a fait des tests avec certaines enseignes où en fait, l'algorithme chez nous absorbait 80% du budget sur du statique versus de la vidéo, dans un contexte promotionnel. Par contre, si demain, effectivement, on a des choses, une façade de magasin ou un nouveau rayon à montrer, je pense qu'il faut mettre un petit peu de vidéo. Donc, selon le message, vidéo ou image fixe. Question d'Anissa, est-ce qu'il y aura un replay ? Oui, bien sûr. Question de Laurie. Dans le gestionnaire de publicité, je n'ai pas besoin d'avoir publié le visuel en amont sur la page Facebook. Alors, il y a la notion d'organique et de dark. On va venir là-dessus. Oui, on peut récupérer normalement depuis le gestionnaire publicitaire des contenus qui ont été publiés en organique, sans problème. Donc, et on peut aussi diffuser une publicité sans qu'elle soit visible sur la page. Absolument, tout à fait. Isabelle qui nous pose une question. Ça, c'est souvent un point sur le fait que sur Facebook, je ne vois pas ma publicité quand je vais sur ma page magasin. C'est normal, justement. Ce n'est pas un contenu organique, c'est une publicité. Seuls les utilisateurs sur leur feed, le nom change régulièrement chez leur mur, leur fil d'actualité, merci. C'est là que ça va apparaître. Mais ce n'est pas présent sur la page du magasin, puis ce n'est pas un post, c'est une publicité. Une question technique quand même sur l'audience. On en a parlé un tout petit peu du ciblage. Effectivement, on a des données socio-géodémographiques sur Facebook de manière assez simple, mais on peut aller tellement plus loin. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça marche ? Alors aujourd'hui, on utilise beaucoup le terme de liquidité, on utilise beaucoup de termes d'intelligence artificielle, et donc tout ça sous-entend que l'algorithme va être plus intelligent que l'humain pour bien cibler une campagne publicitaire. Donc le conseil aujourd'hui, ce serait, alors Avantage Plus, effectivement, c'est pertinent. Le conseil, c'est celui que j'exprimais un petit peu plus tôt. Concentrez-vous sur les créas et ouvrez le ciblage. Globalement, quand on travaille notamment avec des enseignes alimentaires qui font aussi du non-alimentaire, on propose de faire du plus 18 et puis ensuite juste d'avoir des créas qui parlent à des personnes différentes. Et l'algorithme par lui-même va comprendre quel type de personne est intéressée par quel type de créa et donc orienter la campagne dans ce sens-là. Donc une créa égale un ciblage. Exactement. On pourrait voir ça comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? C'était tout. Une question d'Antoine que je vois. À votre avis, les enseignes très verticales, et notamment les franchises, commencent-elles enfin à comprendre leur intérêt à développer un storytelling local ? Qui veut prendre la parole ? Elles ont probablement, effectivement, elles comprennent l'intérêt, mais ensuite c'est une transformation de l'entreprise. Les indépendants, les coopératives ont ça dans le sang, d'être indépendants, d'avoir leur magasin. Quand on est dans une enseigne plus verticale, c'est une tendance de fond qui est en train de se faire, mais qui va prendre probablement du temps, puisque on va avoir, il y a de l'autocensure, je pense.
qui existe, qui est forte et sur laquelle voilà, il y a un travail de fond qui est en cours. Question pas simple. Question pas Mais ça simple. bouge beaucoup au niveau des enseignes intégrées, qui commencent à donner un peu plus de latitude aux points de vente locaux. Effectivement, il y a un besoin aussi de formation, d'externalisation peut-être, mais c'est un sujet, une grosse tendance. Chez Nanoterra, ce qu'on voit pour les plateformes avec qui les enseignes intégrées avec lesquelles on parle de Big One, c'est ils nous demandent souvent est-ce qu'il existe des sas de validation. Ouais. Justement pour que quelqu'un qui a vocation, quelqu'un au siège, que ce soit au régional, puisse valider le texte, le contenu, ce qui n'existe pas vraiment au niveau des enseignes coopératives. Mais c'est vrai qu'en intérieur, souvent, et naturellement c'est tout à fait possible, parce que cette contrainte est, je veux absolument maîtriser tous les messages de ma marque, de mon enseigne. Ça, c'est une peur historique on en avait déjà parlé quand on a fait l'étude sur la communication locale il y a 2 ans. C'est qu'au siège, on se dit, sur le terrain, ils n'y connaissent rien, ils vont nous faire des créations exotiques. Et en fait, je trouve que justement, l'avancement des outils, ça permet de concilier les deux. Il n'y a pas plus de créativité et de justesse que des gens du magasin qui peuvent parler du tissu local d'activité, de ce dont les gens ont besoin, des producteurs locaux, de leurs magasins, etc. Donc ça, c'est vraiment une richesse. Et après, effectivement, c'est bien aussi de respecter les codes de son enseigne, de la marque. Et du coup, les outils, avec des templates, etc., permettent de s'exprimer tout en gardant les grands codes de la marque qui vont pouvoir travailler l'attribution dont on a parlé tout à l'heure. Pour terminer, Elisabeth, est-ce que tu peux nous synthétiser un peu tout ce qu'on s'est dit? C'était très riche. Et je crois que tu as une conclusion et quelques perspectives à nous offrir. Oui, alors effectivement, il y a la diffusion du catalogue boîte aux lettres qui est challengée aujourd'hui. Ça remet, parce que ça a toujours été important, la communication au centre de toutes les attentions. Donc c'est intéressant aussi de voir dans l'évolution du temps, c'est que le magasin qui a été assez challengé par le e-commerce, il y a 10 ans on parlait de showrooming, un magasin qui ne servait plus qu'à montrer des produits et on n'allait plus acheter du tout, est revenu dans la course, et du coup il est même reconsidéré aujourd'hui comme un média qui va redevenir majeur en fait, qui va être scruté de très près cette année par sa capacité à accompagner les clients dans leur recherche des produits. Donc le média, c'est aussi un endroit où on dit attention, la communication change, vous avez les moyens, alors un QR code ici, un petit papier, un accompagnement ici pour dire vous allez retrouver vos communications habituelles sur les applis, les réseaux sociaux, etc. Elisabeth, juste pour compléter ça, Nanoterra, naturellement, on produit beaucoup de PLV pour beaucoup de réseaux d'enseignes en France. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a une augmentation des budgets pour que les opérations soient vraiment visibles en magasin, puisque tout ce dont on a parlé jusqu'à présent, c'est d'amener des consommateurs dans le point de vente. Maintenant qu'il est là, il faut quand même l'amener dans le rayon. Et effectivement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une théâtralisation de plus en plus, à nouveau forte peut-être, et de la créa aussi qui est forte. On est très challengé sur des PLV très créatives, en volume, etc. Et on voit qu'il y a un besoin fort des points de vente d'amener le consommateur qui est arrivé dans le point de vente jusqu'au produit qu'on veut mettre en avant. Oui, tout à fait d'accord. Moi, je dis toujours, plus on dématérialise la promo en amont, plus il faut rematérialiser l'avantage en magasin. Après, effectivement, on l'a vu, chaque magasin a son bouquet personnalisé de solutions gagnantes à trouver pour informer ses clients. Donc la mesure de l'efficacité, elle ne peut pas être déléguée. Là, il faut quand même se plonger dans les chiffres et regarder des indicateurs clés. Il ne faut pas en avoir beaucoup, mais il faut les suivre très sérieusement pour améliorer ses décisions. Et puis, du coup, la communication locale, c'est à la fois conjuguer les bons outils aujourd'hui, les bonnes expertises, et s'attendre à faire demain toujours différemment d'hier, parce que les outils évoluent, les tendances évoluent, il faut aussi innover en termes de communication. Donc c'est vraiment un métier de gens créatifs et qui aiment les chiffres aussi. On parle beaucoup d'agilité, c'est un peu le maître mot dans la communication locale. Exactement. Merci beaucoup à tous les trois. Merci. C'était cool. Merci de nous avoir invités. C'était plutôt très cool. Merci Alexandre à la régie. Jonathan. Et merci Caroline de chez Merci à Comet. toute l'équipe. Merci Comet. Donc du coup, il y aura un replay, effectivement. Je vous enverrai les liens dans les jours qui viennent. Merci à tous de votre présence. Je ne sais pas combien on était, mais on est 132. Quasiment 200 au pic. C'est plutôt sympa. Merci à tous et à très bientôt. Au Bientôt. revoir. Au revoir.